Alors pour illustrer ce qu'on a vu la fois précédente, si on regarde cet exemple d'organisation du backlog de produits, il est organisé par priorité. Pour le coup, le product owner, là, il a décidé d'avoir une matrice qui lui permet de prioriser ses éléments. C'est pas forcément la meilleure manière, mais c'est une manière de démarrer, de commencer à mettre le pied à l'étrier pour structurer un backlog de produits. Donc, sa matrice, c'est à partir d'un coefficient. Alors, attention, je dis que cette approche, elle n'est pas terrible parce qu'elle ne s'appuie pas tellement sur l'empirisme. Elle s'appuie un peu sur l'empirisme et elle permet de faire consensus avec un grand nombre d'interlocuteurs. Là, tout le monde s'est mis d'accord, le producteur, les stakeholders, l'équipe de développement, pour dire que la valeur business, elle pèse pour la moitié de la valeur des éléments du backlog. Les story points, ils pèsent pour 35% de la valeur. Et enfin, un facteur de risque pèse pour 15%. Alors, bien évidemment, plus les story points sont élevés et plus la valeur est faible, plus le risque est élevé et plus la valeur est faible. C'est de cette manière-là que ce calcul est effectué. Donc, en cours de projet, au fur et à mesure des sprints, il pourra revoir potentiellement tout ou partie de cette analyse, tout ou partie de cette priorisation qui est faite à partir là d'une matrice. C'est une possibilité que le product owner aura, c'est de réorganiser ça comme il veut. C'est lui le patron du backlog de produits. Donc dans cet exemple, après 3 sprints qui sont en échec successivement, le backlog de produits va être réordonné pour minimiser les risques. C'est-à-dire que là, il va dire je change un petit peu mon fusil d'épaule, je vais commencer par amener des éléments qui ne sont pas trop compliqués, c'est-à-dire qui présentent une pas trop grande complexité, une complexité moyenne. Là, je pars plus sur des éléments à 40 points. Les éléments à 100 points, je les mets carrément tout en bas de mon backlog de produits. Et alors, tous ceux qui présentent un facteur de risque, je les déprécie dans mon backlog de produits. Je vais les mettre le plus bas possible. Plus ils ont un risque fort, plus ils vont être positionnés en bas. Ça, c'est la nouvelle méthode que le product owner a choisie pour essayer de redonner un petit bol d'air à l'équipe, pour leur redonner de la confiance, pour qu'ils réussissent enfin à délivrer un sprint parfaitement fini, parce que le product owner est convaincu, et c'est une bonne pratique, que de cette manière-là, il va maximiser la capacité de l'équipe, il va, en leur donnant confiance, en leur créant les conditions de la réussite, il va permettre à cette équipe de se dépasser et de revenir sur des niveaux de production qui sont plus conformes à ce que cette équipe était en capacité de faire. Alors, ce changement, ça a amené un élément, ici mon item numéro 3, qui avait un facteur de risque très élevé, tout en bas, on le voit à droite, là il est positionné tout en bas du backlog de produits. Mais il n'y a pas que cet élément qui a été révisé, on voit qu'il y a plein d'autres éléments qui ont bougé. Tout le backlog de produits a été réorganisé par le product owner. Le product owner peut faire ça comme il veut, quand il veut. C'est vraiment, j'insiste sur ce point-là, c'est le product owner qui est responsable de l'organisation du backlog de produits. Et c'est une des meilleures manières de maximiser la valeur. Donc cette réorganisation d'un backlog de produits, quand elle est faite massivement, elle présente un certain nombre de risques que le product owner doit garder sous contrôle. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont liés entre eux. Ce sont des dépendances entre les éléments qui sont liés aux pratiques d'affinage. Si j'avais un gros élément au départ et que je l'ai décomposé en plusieurs petits éléments, ces éléments sont liés entre eux, ils appartiennent à un ensemble. Et le fait d'en déclasser ou d'en surclasser certains, si je ne prends pas en compte les dépendances, ça peut être dangereux parce que je peux me retrouver avec un incrément inutilisable. Je peux avoir des éléments qui ne fonctionnent que les uns avec les autres. Donc que j'ai un incrément inutilisable pendant un sprint, c'est difficilement acceptable. Mais si cette situation perdure, je peux me retrouver complètement bloqué en tant que product owner et avoir des dépendances que je n'ai pas identifiées qui vont rendre la situation
quasiment ingérable. Pendant une longue période, je suis plus en mesure de pousser mon incrément en production. Ben, si j'ai des problèmes en production ou si je dois répondre brutalement à un changement sur le marché, je ne peux pas le faire. Je vais être obligé là de rentrer dans un truc de gestion de crise, d'annuler des sprints, d'aller traiter des éléments en urgence. Tout ça parce que je n'ai pas su gérer mes dépendances. Mais c'est dramatique. C'est vraiment problématique pour un product owner. Donc, il y a des éléments qui peuvent être liés également à des objectifs. Donc attention aux liens entre les éléments. Si je déplace ces éléments en dehors de la release qui me sert à atteindre cet objectif, bien je vais me rendre compte, une fois que j'aurai mis en production, que je n'atteins pas l'objectif. Pourquoi? Parce que j'ai mis d'autres éléments en priorité qui ne servent pas à atteindre cet objectif. Et puis j'ai déprécié les éléments qui m'auraient permis d'atteindre l'objectif. Donc là, j'ai une release qui tient plus debout, qui ne me permet pas d'atteindre les objectifs, qui va créer du mécontentement. C'est pas une bonne manière de faire. Donc il faut vraiment faire attention dans ces cas-là. Il faut revoir complètement son plan de release. Donc, un petit rappel, hein, il vaut mieux toujours s'appuyer sur les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Si en tant que product owner, vous partez avec un certain nombre d'outils et de process, même s'ils sont imposés par l'entreprise, vous avez un problème, vous cherchez des solutions, appuyez-vous davantage sur les individus et leurs interactions plutôt que sur des outils, plutôt que sur des matrices de calcul comme celles qu'on vient de voir. Travaillez avec les parties prenantes, travaillez avec l'équipe. C'est les meilleures manières de faire. Il y a plusieurs questions qui vont tourner autour de ces sujets-là sur la certification Product Owner. Donc vraiment à chaque fois, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le guide Scrum, c'est le manifeste agile. Ça permet de solutionner un paquet de questions. La réponse au changement est préférable au respect d'un plan. Ça veut dire que si mon backlog de produits, j'avais mis plusieurs jours à l'organiser, à le structurer, à faire un plan de release cohérent qui me permet d'atteindre les objectifs, bah, si à un moment je dois changer de vision, de stratégie, je dois le faire. C'est comme ça qu'on peut maximiser la valeur d'un produit en tant que product owner. Et toujours préférer l'empirisme, de préférence aux équations. Organiser un backlog de produits à partir d'une équation, ça peut être une bonne pratique pour démarrer. Très vite, quand on gagne en maturité, on passe à d'autres solutions. On verra d'autres manières de classer un backlog de produits. Donc, attention, hein, là, le backlog de produits, initialement, il était décomposé en release. À partir du moment où je vais réorganiser mon backlog de produits, ça va impacter mon plan de release, les objectifs des sprints à venir, l'organisation des prochains sprints, les objectifs des releases à venir. Tout ça va être impacté. Donc, il faut communiquer quand on est product owner, faire preuve de transparence, informer l'équipe et les parties prenantes. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels à la réussite du développement d'un produit agile. Donc, un rappel, le product owner, il est redevable de maximiser la valeur du produit qui résulte du travail de l'équipe Scrum. Il n'est pas redevable du travail de l'équipe Scrum. Il n'est pas redevable de la performance de l'équipe Scrum. Ce n'est pas son domaine d'activité, ça. Mais il est redevable de maximiser la valeur du produit. Ça, c'est là-dessus qu'on l'attend. Le product owner, il est également redevable de la gestion efficace du backlog de produits. Si le backlog de produits n'est pas transparent, s'il n'est pas clair, si on ne comprend pas ce qu'il y a dedans, si on ne comprend pas vers où on est, vers quoi on va, c'est un problème de backlog de produits. C'est pas autre chose. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le QCM que vous avez passé. C'est une des questions type sur lesquelles on peut tomber sur un examen. Voilà, donc vraiment, il faut se rappeler que le product owner, son job, c'est maximiser la valeur du produit.